Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 4, composé d'affirmations, 5 affirmations, du sujet 2 juin 2025, Polynésie. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths, spécialité maths experte de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message, un commentaire, ou un pouce levé. Ça m'encourage à continuer, moi qui suis retraité. L'énoncé pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Donc, l'idéal, c'est d'aller chercher les questions et donc de répondre aux affirmations en justifiant. La correction dans quelques instants pour moi. Alors la question 1, soit les ensembles E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Affirmation 1, il y a davantage de 3 uplets d'éléments distincts de E que de combinaisons à 4 éléments de F. Donc ici, on voit qu'on va s'intéresser aux 3 uplets d'éléments distincts de grand E et aussi aux combinaisons de 4 éléments de grand F. Bon, ce qu'il va falloir faire, c'est chercher le nombre de 3 uplets d'éléments distincts de E. Donc, pour trouver le nombre de 3 uplets d'éléments distincts de E, on a besoin de savoir combien il y a d'éléments dans E. Alors, je rappelle que ça s'appelle cardinal de E. Et cardinal de E, est égal à 7. Il y a 7 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Constitue l'ensemble E. Et puis, le nombre de 3 uplets, on se dit aussi de 3 listes, mais bon, 3 uplets d'éléments distincts de E est égal à, pour constituer un 3 uplets, on a 7 possibilités pour choisir le premier terme de ce 3 uplets, puis, alors le puis se traduit par une multiplication, principe multiplicatif. Comme les éléments sont distincts, je ne peux pas reprendre le premier qui est choisi, donc il me reste 6 possibilités. Et puis ensuite, pour choisir le troisième terme, il reste 5 possibilités, parce que j'ai pas le droit de choisir les 2 premiers. Et donc, quand on calcule 6 x 5, 30 x 7, 210. Bon, cherchons maintenant le nombre de combinaisons de 4 éléments de grand F. Alors, le cardinal de grand F, c'est-à-dire le nombre d'éléments de grand F, il y en a 10. Parce qu'il y a les entiers de 1 à 9, ça nous en fait 9, plus le 0, ça fait 10. Alors, le nombre de combinaisons à 4 éléments de grand F, on sait que c'est un nombre qu'on note 4 parmi 10. Alors, si on veut faire un calcul numérique, on doit savoir que c'est 10 x 9 x 8 x 7, divisé par 4 x 3 x 2 x 1. Alors, on doit pouvoir simplifier, notamment 4 x 2, ça fait 8. Et puis 9 est divisible par 3, donc on va obtenir 10 x 3 x 7, c'est-à-dire 210. Donc, c'est-à-dire qu'il y a en fait autant de 3 uplets d'éléments distincts de E que de combinaisons de 4 éléments de F. Et donc, l'affirmation 1, elle est fausse, puisqu'on nous disait qu'il y en avait plus de 3 uplets d'éléments distincts de E que de combinaisons à 4 éléments de F.
Question 2, dans le repère tourneur Messi compte, on a représenté la fonction carré, notée petit f, ainsi que le carré ABCD de côté 3. Bon, vous avez la représentation graphique. Affirmation 2, la zone assurée et le carré ABCD, on la met. Alors, je vais d'abord m'occuper du carré ABCD, parce que pourquoi pas. Le carré ABCD, A pour R, par exemple AB au carré, c'est un côté au carré. AB carré. Et puis AB carré, d'après la figure, c'est le point A pour coordonnées 0, 0, le point B pour coordonnées 3, 0, donc AB c'est 3. Donc on va obtenir 3 au carré, c'est-à-dire 9. Bon, la zone assurée maintenant. A pour R. Eh bien, quand on regarde la zone assurée, on se dit que c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que x soit compris entre 0 et 3, et y est compris entre 0 et f de x. Donc son R, c'est l'intégrale de 0 à 3. Et puis la courbe de f, c'est la courbe de la fonction carré, donc c'est x au carré dx. Bon, cette intégrale de 0 à 3 de x carré dx, eh bien, on sait qu'une primitive de x carré, c'est 1/3 de x au cube, et on va chercher la variation de 1/3 de x au cube entre 0 et 3. Donc, on va obtenir 1/3 multiplié par 3 au cube, moins 1/3 multiplié par 0 au cube, et 1/3 de 3 au cube, c'est 3 au carré, donc ça nous donne 9. Ce qui fait que l'affirmation 2 est vraie. La zone assurée de carré BCD ont bien la même R. Question 3, on considère l'intégrale J, intégrale de 1 à 2 de x, ln de x dx. Affirmation 3, une intégration par partie permet d'obtenir grand J égale 7/11e. Alors, on sait que grand J, c'est l'intégrale de 1 à 2 du produit x avec ln de x dx. Et donc, par intégration par partie, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on va considérer que c'est ln de x qui vaut mieux dériver ici, et donc c'est x dont il faut chercher une primitive. Donc, on va obtenir 1/2 de x carré comme primitive, multiplié par ln de x. Et on va chercher la variation entre 1 et 2. Moins l'intégrale de 1 à 2. Et on sait qu'à ce moment-là, on donne la primitive qu'on avait trouvée de x. On avait considéré 1/2 de x carré. Normalement, c'est plus une constante, mais on prend la constante égale à 0 ici, puisque quand on va dériver ln de x, on obtient 1 sur x. Évidemment, dans une intégration par partie, ce qui est très important, c'est que on doit pouvoir calculer l'intégrale qu'on a ici, évidemment, en prenant la constante égale à 0 pour la primitive de x. On a x carré qui va se simplifier avec petit x. Et donc, grand J, c'est toujours la variation de 1/2 de x carré ln de x entre 1 et 2, moins, eh bien, on peut pour l'instant garder peut-être l'intégrale 1/2 de x. Alors la constante 1/2, on pourrait la passer devant l'intégrale par linéarité, mais ici ça ne sert pas à grand chose. Et 1/2 de x, on sait trouver une primitive, puisque x a pour primitive 1/2 de x carré, 1/2 de x aura pour primitive 1/4 de x carré. Et donc grand J, ça va être la variation 1/2 de x carré ln de x, entre 1 et 2, moins la variation de 1/4 de x carré entre 1 et 2.
Donc on peut calculer à ce niveau-là, mais je préfère vous dire que la différence des variations, c'est aussi la variation de la différence, ce qui fait qu'on va obtenir grand J égale 1 demi de x carré ln de x moins 1 quart de x carré. Et puis on va calculer cette variation entre 1 et 2. Alors une remarque qui est quand même assez importante, c'est que en définitive, la fonction qu'on a mis ici entre crochets, ça doit être une primitive de x ln de x. Ce qui fait que si on considère cette fonction 1 demi de x carré ln de x moins 1 quart de x carré, si on la dérive, on doit obtenir x ln de x. Évidemment, on peut la dériver ici sur l'intervalle 1, 2, ou bien sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, à cause du logarithme népérien de x, qui n'est défini que pour x strictement positif. Bon, cette vérification, je pense que le jour du bac, il vaut mieux la faire, parce que sinon, après les calculs qu'on fait, ça ne sert à rien. On va poursuivre. Donc, je vous ai réécrit tout en haut de la page le résultat qu'on vient d'obtenir. Et donc, quand on va remplacer x par 2, on va obtenir, peut-être enlever le crochet, on va obtenir 1 demi multiplié par 2 au carré multiplié par ln de 2 moins 1 quart de 2 au carré. Et puis moins, et puis on remplace x par 1, donc 1 demi multiplié par 1 au carré multiplié par ln de 1, moins 1 quart de 1 au carré. Donc grand J va être égal à... Alors 1 demi de 2 au carré, ben, ça nous donne 2 ln de 2 ici. Moins 1 quart de 2 au carré, moins 1. Moins, et dans la parenthèse ensuite, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient ln de 1 qui vaut 0, bon, ben, ça s'en va, notre premier terme, et puis 1 quart, moins 1 quart. Fois 1 au carré, ça fait moins 1 quart. Bon, autrement dit, pour gagner un peu de place, on met plus 1 quart directement. Ce qui nous donne grand J égale 2 ln de 2 moins 4 quarts plus 1 quart moins 3 quarts. Alors la réponse qui était proposée, c'était grand J égale 7 onzièmes. Alors en fait, ici on peut très bien donner une valeur approchée de 2 ln de 2 moins 3 quarts et vérifier que c'est pas la même chose que 7 onzièmes, ce qui fait que l'affirmation donnée est fausse. Question 4, sur grand A, on considère l'équation différentielle grand E, y' égale 2y moins exponentielle x. Affirmation 4, la fonction petit f définie sur grand R par f de x égale exponentielle x plus exponentielle de x est solution de l'équation différentielle grand E. Et j'ai envie de dire, j'aurais même mis une solution, il y en a une infinité en fait. Mais bon. Alors, bon, on va pas essayer de résoudre cette équation différentielle parce qu'il nous faudrait une solution particulière. Et puis ensuite, bon, donc l'idée peut-être ici, c'est tout simplement d'essayer de voir que f est solution de grand E. Qu'est-ce que ça signifie que f est solution de grand E? Bon, bah, ça veut dire que pour tout réel x, qu'est-ce qu'on doit avoir? Ben, pour tout réel x, on doit avoir f' de x égale 2f de x moins exponentielle x. Bon, ben, on connaît une expression de f de x. On va pouvoir calculer 2f de x moins exponentielle x, par exemple. Donc, quel que soit x appartenant à R. Ben, 2f de x moins exponentielle x, c'est 2 fois f de x, c'est 2 exponentielle x, plus 2 exponentielle 2x, moins exponentielle x. Donc ça nous donne exponentielle x plus 2 exponentielle 2x. Bon, ensuite on va calculer f' de x, quel que soit x appartenant à R.
On sait que f de x, c'est exponentielle x plus exponentielle 2x. Et donc, f' de x est égal à exponentielle x, qui est la dérivée d'exponentielle x, et la dérivée d'exponentielle 2x, c'est 2 exponentielle 2x. Vous pouvez aller chercher la formule exponentielle u, la dérivée c'est u' exponentielle u si vous voulez. Alors quand on compare les deux résultats qu'on a obtenus, ce sont les mêmes. Ce qui fait qu'on a bien pour tout réel x, f' de x égale 2f de x moins exponentielle x, et donc l'affirmation 4 est vraie. Question 5, soit x un réel donné dans l'intervalle 0,1, fermant 0 vers 1. On considère la suite un définie pour tout antinaturel par un égale x moins 1 exponentielle n plus cosinus n, et puis l'affirmation 5, la suite un diverge vers moins l'infini. Alors, pour trouver la limite de la suite un, et voir si c'est moins l'infini ou pas, dans l'expression de un, on a un premier terme, x moins 1 exponentielle n, et un deuxième terme qui est cosinus n. Alors, pas de chance, cosinus n n'a pas de limite, a priori, en plus infini. Quand j'ai a priori, parce que c'est quelque chose qui est admis en général, en terminale. Et puis, le premier terme, exponentielle n tend vers plus infini, multiplié par x moins 1. Alors, x moins 1, qu'est-ce que c'est que ce nombre? Est-ce qu'il est positif, négatif? Est-ce qu'il est nul? On nous dit que x est un élément de l'intervalle 0,1 fermé en 0, fermé en 1. Donc, ce serait bien de savoir ce que fait x moins 1, et donc on va commencer par ça. 0 est inférieur égal à x, strictement inférieur à 1, donc, en soustrayant 1, on ne change pas le sens des inégalités, donc on va obtenir moins 1, inférieur égal à x moins 1, inférieur strictement, à 1 moins 1, 0. C'est important puisque ça nous dit ici que x moins 1 est un nombre réel strictement négatif. Donc si on cherche la limite du premier terme, sachant que exponentielle n est une suite de références qui tend vers plus l'infini, et sachant que x moins 1 est un réel strictement négatif, donc la limite du premier terme de un, c'est un nombre strictement négatif multiplié par plus l'infini, ça lui donne moins l'infini. Ceci dit, le deuxième terme nous enquiquine. Alors, sinus, cosinus, on doit savoir que ce sont des fonctions qui sont minorées par moins 1, majorées par 1, et c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, quel que soit n appartenant à grand n, on sait que moins 1 est inférieur égal à cosinus n, qui est inférieur égal à 1. On va ajouter x moins 1 exponentielle n, comme ça, dans le terme central, on va faire apparaître un. Alors, x moins 1 exponentielle n, on l'ajoute, on ne change pas le sens des inégalités. Et on va donc obtenir que un est compris entre x moins 1 exponentielle n moins 1 et x moins 1 exponentielle n plus 1. Vu ce qu'on a fait précédemment, x moins 1 exponentielle n tend vers moins l'infini, vous ajoutez 1, ça tendra vers moins l'infini, pour le terme de droite, là. Et puis, x moins 1 exponentielle n moins 1 pour le terme de gauche va tendre aussi vers moins l'infini. Ce qui fait que on va simplement garder l'inégalité un est inférieur ou égal à x moins 1 exponentielle n plus 1,
puisque cette expression x-1 exponentielle n plus 1 va tendre vers moins l'infini, ça va pousser un vers moins l'infini. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de x-1 exponentielle n, on avait trouvé que c'était moins l'infini, on ajoute 1, on va trouver aussi moins l'infini à z. Bon, nous avons notre deuxième membre de l'inégalité qui tend vers moins l'infini. Et donc, on va pouvoir en déduire que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. On pourrait dire, d'après le théorème d'une suite poussée vers moins l'infini, ou alors certains parlent de théorème de comparaison. Bon. En tout cas, l'affirmation 5 est vraie. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants, et en particulier pour ceux qui auront une épreuve de bac, là, vers le 10, 11, 12 septembre, je crois. Nous sommes le 7 septembre 2025. Le classique, au revoir.